Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de Bitcoin comme Apolline de Malherbe, évidemment, n'osera jamais le faire. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, ou plutôt non, d'adhérer au club Géopolitique Profonde. Ce mois-ci, le capitaine Juvin Brunet, en exclu, nous a écrit un excellentissime article sur la révolution. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit. Et n'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur, la boutique est ouverte. Alors j'ai à mes côtés Philippe Perlin, économiste, pour cet excellent livre, le Bitcoin. D'ailleurs, sa cravate, là, elle est or, elle est d'or. Et elle est... Parce que le Bitcoin, là, on a parlé entre tout à l'heure et maintenant, mais le Bitcoin a déjà pris 1000 euros, c'est ça ? C'est l'émission, je pense, à elle toute seule, l'annonce de l'émission Voilà, qui a fait mon 1000 euros tout de suite. Ça, j'en doute pas. Mais pourquoi ce deuxième livre-là ? La première édition date de 2021, mais le Bitcoin, il se passe beaucoup de choses. C'est un secteur où il y a plein d'événements, plein de choses qui se passent. Et puis, je l'ai enrichi, donc on passe de 200 à 300 pages, sans augmentation de prix. Toujours à 19 €. Pas d'inflation chez toi, comme le Bitcoin. J'ai demandé, comme le Bitcoin, mais j'ai demandé à l'éditeur si on pouvait garder les prix. Il m'a dit, OK, c'est possible, donc voilà. Pourquoi le Bitcoin révolutionne-t-il ainsi la monnaie ? Le monde de la monnaie. Parce que c'est une création qui est libre et qui ne dépend pas des États. La monnaie, ça, on l'apprend à l'école, à l'université, c'est l'État qui décide de battre monnaie. Voilà. On ne peut pas s'imaginer qu'il puisse en être autrement. Et même l'or, ce n'est pas des lingots d'or qu'on échangeait, c'est des pièces frappées d'un pays. Voilà. Donc, c'est toujours lié à l'État. Et le Bitcoin, c'est la première monnaie qui apparaît comme ça. Alors, au début, tout à fait discrètement, entre quelques geeks. Et puis, progressivement, ça a pris de l'ampleur. Et c'est une monnaie qui permet d'échapper à l'État. Et c'était le projet de son fondateur, Satoshi Nakamoto, qui a disparu, on ne sait pas qui c'est, mais bon, à la limite, c'est pas grave. Mais voilà, lors de la première transaction, enfin, le premier bloc de son action qu'il a miné, il a mis un extrait d'un journal anglais qui parlait du renflouement des banques pour dénoncer ça. Parce que lors de la crise des subprimes, qui avait eu lieu donc, en 2008, juste avant, le système bancaire a failli tomber par terre, donc tous les gens auraient pu être ruinés, et il a été maintenu à flot grâce à une création monétaire énorme faite par les États, et qui va se transformer ensuite en inflation. Et Nakamoto, il a dit, non mais moi je fais quelque chose qui va à l'opposé de ça. Voilà. Donc il n'y aura pas de planche à billets, ce n'est pas une monnaie inflationniste, au contraire, elle va prendre de la valeur, donc les prix vont diminuer, et l'État n'aura pas son mot à dire, l'État ne mettra pas la main dessus. Donc c'est un vrai instrument de liberté à la disposition de tous ceux qui veulent. Personne n'est obligé d'utiliser Bitcoin, mais ceux qui le veulent, ils comprennent progressivement l'intérêt qu'il y a à l'utiliser et à y mettre une partie de son épargne. Justement, c'est pour ça, en tant que libéral, que toi, tu t'es pris de passion pour le Bitcoin ? Oui, parce que c'est une création vraiment qui exprime la liberté. Ça vient des milieux un peu libertariens américains, aussi des milieux qui peuvent être plus à gauche, mais qui sont opposés au contrôle étatique, qui défendent la vie privée. Donc, c'est pas une création de la droite, on va dire. Il y a une partie de la droite, mais il y a aussi une partie de la gauche attachée aux libertés publiques, aux libertés individuelles, à un certain anonymat. Donc c'est dans ces milieux-là, aux États-Unis, que c'est apparu. Voilà. Alors, on va d'abord présenter nos amis qui sont autour de la table, puis on va revenir à cette discussion. Franck Larekessou, ici en face. Salut Franck, comment tu vas ? Salut, ça va bien, impeccable. Et toi aussi, tu es quand même t'es patron de la société civile. Ouais. Du coup, il y a une forme de libéralisme derrière ça. Ouais, de liberté. De liberté, plutôt. Ouais, utilisons plutôt le mot liberté, ça, je pense. Je préfère le mot liberté que libéralisme aujourd'hui qui est trop connoté. Alors, on pourrait retomber sur le libéralisme, mais il faudrait l'expliquer pendant ouais, c'est trop long. Donc, utilisons le mot liberté, mais oui, c'est ça. La société civile, justement, c'est pour donner cette parole libre. On en parle beaucoup en ce moment avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, avec cette gauche qui veut quitter tous les réseaux sociaux parce que, soi-disant, ils ne peuvent plus parler. Donc ouais, c'est pour ça qu'on l'a créé et ce soir, du coup, je te fais l'annonce, mais tu le sais parce que normalement tu y seras. Mais le 7 février, on le lancera officiellement. Il y aura la réunion de lancement officielle le 7 février. Alors ça se passera à Paris, parce qu'on est à Paris, mais ce mouvement a vocation à se déplacer dans toute la France et toute l'année on se déplacera partout en France, justement pour faire parler à cette société civile qu'on entend trop peu ou que trop peu, et on va leur donner la parole et on va travailler sur des sujets. Alors évidemment, la finance et Bitcoin en fait partie. Et j'animerai la réunion. Voilà. Absolument, voilà,
j'animerai la réunion. Absolument. Ça me fera venir quelques années en arrière. Absolument. Je te donne les parties, on anime les réunions. Exactement. Ça me fait très plaisir. Moi aussi. Donc voilà, le 7 février, Le 7 février si à vous êtes parisien, au soir, voilà. Voilà, vous avez l'adresse mail. Vous vous inscrivez par mail. Mais de toute façon, Franck reviendra encore dans d'autres émissions et on en reparlera. Et à ta droite, Marc Daoud, journaliste, directeur de publication de Nexus. La liberté aussi, ça c'est aussi fondamental chez Nexus. Exactement. C'est vrai que ça colle bien avec notre philosophie et peut-être qu'un jour on acceptera les bitcoins pour acheter un abonnement Nexus. Si tant est que j'ai un peu de notion en informatique, parce que moi, ça qui est dommage, c'est que ça me dépasse. Donc je suis ravi d'approfondir aujourd'hui avec Philippe un peu l'envers de ce décor que j'ai découvert il y a longtemps, mais par manque de connaissances informatiques, je n'ai pas donné suite. En 2011, j'ai découvert ça dans un article, je me suis dit, tiens, le Bitcoin, peut-être qu'il faudrait que je mette un peu de sous. Ça valait 100 € à l'époque. Bon, qui sait si j'avais mis 1000 €. Mais tu sais, je raconte toujours... Je serais dans un autre univers aujourd'hui. Je vais te dire une chose, je raconte toujours cette histoire de ma collègue attachée presse lorsque je travaillais au Sénat et qui, en 2010, s'appelle Angela, je la salue parce que je sais qu'elle nous regarde souvent, hein, salut Angela, et... en 2010, elle me prenait la tête avec ses bitcoins. Je la prenais pour une débile, je le dis. Hein. En 2000, elle avait, je crois, acheté pour 1000 € de 2010. Alors, je ne sais plus si ça valait 10 centimes ou 1 € l'unité. 2010, ouais, ça valait moins de $1. Voilà. J'espère qu'elle les a gardés. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois qu'elle a acheté un pâté de maison à Saint-Domingue, à Malte. Et voilà, donc elle est très bien. Hein. Mais j'espère qu'elle n'a pas tout vendu, parce que ça va je ne sais encore pas. monter. Je ne sais pas. Encore monter. Donc oui, ne vends, Angela, ne vends pas. On peut encore acheter aujourd'hui. Comme ça, tu achèteras d'autres pâtés de maison. Voilà. Mais c'est vrai que la liberté, aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche et c'est ce que les États nous prennent, en fait, en réalité. Oui, mais moi, je comparais ça à X, Twitter. C'est un espace de liberté par rapport aux médias mainstream qui sont très verticaux, qui sont contrôlés par l'État. X, depuis que ça a été arraché par Elon Musk, c'est une vraie plateforme de liberté. Et comme pour Bitcoin, l'algorithme est public. C'est-à-dire, il a rendu public, il n'était pas obligé de le faire, surtout que X, ça reste un système centralisé, c'est-à-dire, c'est parce que Musk veut bien le faire, alors que la blockchain sur Bitcoin, c'est transparent et décentralisé par construction, ça ne va pas changer. Mais il a décidé de rendre l'algorithme public, et ce qui fait que ça fait tomber tous les arguments des gauchistes qui critiquent X, parce qu'on peut voir concrètement que ça ne privilégiait pas les comptes de droite par rapport à ceux de gauche, par exemple. Voilà. Et on voit depuis que Elon Musk l'a pris, qu'il n'y a plus de comptes qui se font fermer, enfin, sauf les comptes terroristes, etc. Mais il n'y a plus de comptes qui se font fermer, alors qu'avant, il y a beaucoup de comptes de gens de droite qui se faisaient fermer au moindre prétexte, notamment quand on abordait certains sujets pendant la crise sanitaire. Mais c'est pas que droite-gauche, voilà. C'est aussi la crise sanitaire. Bon, ça, c'est hors clivage, ça, par exemple. Voilà. Ou même les questions LGBT, trans. Jordan Peterson, le psychologue canadien, a perdu son compte parce qu'il a osé critiquer le wokisme trans. Voilà. Bon, il a été rétabli par ça signifie quoi? Donc c'est-à-dire, on pourra dire que Bitcoin, c'est un peu l'équivalent dans le domaine monétaire par rapport à X dans le domaine de l'information. Voilà. Et un autre élément de comparaison qu'on peut prendre, c'est les Gilets jaunes qui ont démarré grâce à des groupes Facebook. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est de l'ordre du réseau complet et sans verticalité. D'ailleurs, dans les Gilets jaunes, alors c'est un peu ce qui les a gênés ensuite, mais il n'y avait pas de personnalité, il n'y avait pas de donneur d'ordre, il n'y avait pas d'organisation. C'est uniquement, ça s'est développé de façon complètement en réseau sur des groupes Facebook. Et ça a eu un succès énorme. Bon. Donc c'est à ça qu'il faut comparer Bitcoin. Voilà, c'est quelque chose de complètement décentralisé qui est fait par ceux qui l'utilisent. Voilà, si vous n'êtes pas convaincu par Bitcoin, ne l'utilisez pas, personne ne vous obligera. Mais ceux qui l'utilisent, c'est eux qui le font évoluer. Oui, mais est-ce que ça signifie qu'en fait, il y a un vent de liberté qui pousse là, depuis peut-être la crise sanitaire et que les gens veulent sortir de tous ces carcans de l'État et l'État, par conséquent, lui, ne veut pas que les gens en sortent et fait tout pour continuer à mettre son emprise sur la société? Alors oui, parce qu'il y a une guerre. Alors, on l'a vu, il y a une guerre de l'information. Alors, Elon Musk, en rachetant X, a pu créer un espace de liberté. Heureusement qu'il l'a fait, mais il est quand même critiqué. Alors, plus maintenant aux États-Unis, parce que Trump a gagné, mais si Kamala Harris l'avait emporté, je crois qu'il aurait eu une période très difficile. Il aurait même pu perdre X et se retrouver en prison, quoi. Je veux dire, voilà. Heureusement, Trump a gagné. Mais en Europe, on le voit, avec le DSA, le Digital Services Act, qui a été voté par l'Union européenne, il y a plein de responsables étatiques en France et ailleurs
des ministres ou la ministre du numérique, Clara Chapas, qui disent attention, X, ça nous plaît pas, il y a trop. Le débat a perturbé, nous a dit le ministre de l'Affaires étrangères. Le simple fait que le débat soit perturbé, alors quelle est la définition, eh bien ça pourrait remettre en cause l'existence même d'X. Et on pourrait fermer X. Donc il y a des gens qui luttent contre ça. Heureusement, X appartient à Elon Musk, qui est un ami de Trump. Donc moi, je suis à peu près convaincu que l'Europe ne pourra et n'osera jamais fermer X, parce que ce serait s'affronter directement à Donald Trump. Donc ce serait une très mauvaise idée. Non, mais de toute façon, moi je vais te dire, Trump a gagné. Son collaborateur droit, c'est Elon Musk. Et le binôme, c'est les maîtres de l'Occident au milieu. Donc c'est fini. Donc c'est fini. Donc il peut faire ce qu'il veut. C'est pour ça que je dis aux gens, allez sur X, créez-vous un compte. Si vous n'avez pas de compte, créez-le, parce que c'est une vraie source d'information. Voilà. Oui, mais là, parlons du Bitcoin. Alors sur Bitcoin, il y a eu le même phénomène, parce que aujourd'hui Trump y est favorable, mais il faut savoir que c'est un mouvement qui est récent. C'est lors de son discours pendant la campagne électorale en juillet à Nashville, à la grande réunion des Bitcoiners, où il a déclaré qu'il fallait soutenir cette industrie, qu'il était pro-Bitcoin et qu'il fallait que l'Amérique soit leader. Alors qu'avant, on peut trouver des déclarations de Trump assez négatives, et surtout de l'administration Biden au pouvoir faisait tout. Alors, pas pour interdire, mais quand même pour étouffer, pour limiter, pour retarder, parce que ça gêne le système bancaire établi, quoi. Voilà, de toute façon, parce que ça permet d'échapper à un système bancaire qui est opaque, etc. Justement, c'est la genèse du Bitcoin, c'est-à-dire que c'est suite à la crise de 2008, des subprimes, que le Bitcoin... Que le Bitcoin est apparu. C'est pour répondre à ça, répondre à cette opacité, à ce risque dingue qu'aura pu faire perdre toutes leurs économies aux gens si les banques font faillite. On a vu ce que ça donne au Liban il y a 2-3 ans. Tout le système bancaire est tombé. Tous les gens sont ruinés. Toute l'économie est par terre. Même ceux qui avaient des dollars dans les banques libanaises n'y ont plus accès. Donc il n'y a que ceux qui avaient du Bitcoin, des cryptos, qui peuvent s'en sortir. Et puis l'argent qui vient de l'étranger avec la diaspora. Mais ça a mis le Liban au fond du trou, quoi. Donc ça montre qu'avec Bitcoin, vous êtes propriétaire. C'est comme de l'or physique. Vous le possédez. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a personne derrière qui contrôle quelque chose, il n'y a pas d'institution, il y a même ce créateur, on ne sait pas qui il est. Mais ça, c'est pas gênant. Mais c'est-à-dire, il n'y a pas une institution, il n'y a pas un serveur central. La blockchain, c'est-à-dire la liste des transactions qui permet d'attester que tel paiement a été fait, que donc tel compte, il lui reste tant de bitcoin, etc., et qui peut faire tant de paiements. Ça, c'est une information qui est dupliquée sur des milliers de serveurs. Voilà, il n'y a pas un serveur qu'on pourrait craquer ou contrôler. C'est dupliqué sur un millier de serveurs. Donc c'est impossible, on ne peut pas mettre la main dessus. Et il n'y a pas d'adresse ARAMP. On ne peut pas écrire à Bitcoin, il n'y a pas de siège social à Bitcoin. Ce qui n'est même pas le cas des autres crypto-monnaies, parce qu'il y a plein de crypto-monnaies qui se sont créées suivant ce modèle de la blockchain. Mais elles ont toutes une équipe dirigeante, elles ont toutes un siège social, donc elles sont quand même un peu sensibles aux pressions étatiques. Bitcoin, il n'y a personne. Et Satoshi Nakamoto a disparu, donc on ne peut pas le contrôler. Comment on explique que les gens sont encore assez réticents à l'idée de Bitcoin? Alors, parce qu'ils ne connaissent pas. Ils se disent c'est numérique, c'est virtuel, ça peut disparaître du jour au lendemain, d'autres disent c'est du Ponzi. Bon, les gens ne connaissent pas Bitcoin. C'est pour ça que j'ai créé un livre, c'est pour ça que j'en parle. C'est une économie qui se crée. Et c'est quelque chose qui fonctionne. Bitcoin, ce n'est pas qu'une monnaie. Ce qu'il faut comprendre, Bitcoin, ce n'est pas uniquement une monnaie, c'est aussi un système de paiement qui fonctionne depuis le 3 janvier 2009, la première transaction, qui n'a jamais connu il n'y a jamais eu de faux bitcoins qui sont rentrés dans le système, par exemple. Ça marche 24 heures sur 24, 360 jours, et pour des frais extrêmement faibles. Ça permet de virer de l'argent n'importe où dans le monde pour des frais extrêmement faibles. Donc ça, c'est un système qui est très efficace. Le fait que ce soit limité à 21 millions, aujourd'hui on en est à 20 millions, donc ce sera limité à 21 millions, c'est une ressource rare, il n'y aura pas de plancher billet, comme je disais tout à l'heure, donc pas d'inflation. Et puis l'autre élément, c'est que la blockchain elle permet justement de faire ces paiements, mais elle permet aussi de construire d'autres services dessus. Et donc ça donne de la valeur. Donc Bitcoin a une vraie valeur intrinsèque, et il y a toute une économie qui se développe dessus. Donc, voilà. Mais les gens, c'est vrai que les gens, quand ils voient ça, ils disent c'est informatique, je ne peux pas le toucher. Bon. Et je ne peux pas payer avec? Alors si, on peut payer avec. Mais je ne peux pas payer, quand je dis payer, c'est-à-dire on ne peut pas aller m'acheter une canette, des choses comme ça, quoi. Alors si. Alors, il y a des commerçants qui acceptent Bitcoin en tant que tel. Mais ce qui se fait maintenant de plus en plus, et qui est de plus en plus facile, c'est qu'il y a des cartes Mastercard qui sont éditées par des sites où en fait ce sont les cryptos qui arrivent dessus et qui se transforment en euros ou en dollars au moment du paiement. Donc le commerçant, il ne sait même pas que c'est des bitcoins. Voilà, c'est parce qu'il reçoit des dollars ou des euros.
Donc ça ne pose pas de problème de le dépenser. Alors que l'or, c'est un peu plus compliqué. Il faut quand même ramener son or et récupérer de l'argent, quoi. J'en avais parlé avec l'économiste Bernard Monod, que j'imagine que tu connais, qui est un libéral aussi, et il m'a dit, oui, mais regarde, le Bitcoin, si on coupe l'électricité, qu'est-ce qu'on fait? Non, alors il faudrait couper l'électricité dans le monde entier. Donc, c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait une tempête solaire qui élimine l'espèce humaine. Alors à ce moment-là, oui, le Bitcoin, par la même occasion, disparaîtrait. Mais en dehors de ça, non, même s'il y a une grosse coupure, par exemple sur la France ou une région, vous n'avez plus de courant, c'est pas grave. Enfin, il vous reste un smartphone, vous pouvez faire la transaction. Bon. Enfin oui, sans courant du tout, vous pouvez. Mais ça ne gêne pas le fonctionnement de Bitcoin, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Du moment qu'Internet subsiste à un endroit ou à un autre, la blockchain est mise et actualisée et ça tourne. Hein. Donc il y a pas la question de la coupure d'électricité n'a aucun sens aucun enjeu. Est-ce que c'est une monnaie de spéculateur? Oui, ça en fait partie. Mais il y a deux types de gens qui achètent Bitcoin. Il y en a qui achètent pour le long terme. Moi, c'est ce que je conseille. Acheter pour au moins 4 ans. Pourquoi 4 ans? Parce que c'est le cycle. Tous les 4 ans, il y a le halving, c'est-à-dire la récompense des mineurs qui est divisée par 2. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on va plafonner à 21 millions d'unités. Donc, il n'y a pas de... Voilà, je ne sais plus où j'en étais là. Quand tu plafonnes, pas d'inflation, pas d'inflation déjà. Voilà. Donc, non, il n'y a pas de risque comme ça. Non, ça. Mais le fait que ça a mauvaise presse, est-ce que c'est parce que les États se disent, voilà, attends, ça nous échappe, peut-être même fiscalement, peut-être aussi, même si je crois qu'on peut. Non, alors en fait, on peut pas. Non, parce que moi je conseille pas. Enfin, il faut aller sur le dark web et encore, c'est pas une monnaie anonyme, c'est une monnaie qui est pseudonyme. C'est pas anonyme dans la mesure. Enfin, moi je recommande pas d'essayer de l'utiliser de façon anonyme pour ne pas payer les impôts parce que on se fait attraper un jour ou l'autre. Hein. Mais c'est pseudonyme dans la mesure où, par exemple, vous en avez une possession qui vous permet, par exemple, d'échapper, genre si Mélenchon arrive au pouvoir, tous les leaders de droite comme moi, comme vous, on risque assez vite d'être arrêtés, donc il faudra penser à franchir la frontière. On peut franchir la frontière en slip et puis récupérer ses bitcoins de l'autre côté, quoi. Il suffit de mettre les 24 mots de la phrase de son portefeuille dans un endroit numérique qu'on récupère là-bas et on récupère ses bitcoins. Alors que même des lingots, c'est un peu lourd. On peut se faire piquer en franchissant la frontière, quoi. Voilà, donc ça donne cette liberté-là. On est en dehors du système bancaire, donc ça donne cette liberté et cette facilité d'échapper à un pouvoir qui serait autoritaire, quoi. Voilà. Et ça, c'est quand même un élément... Mais moi, je vois quand même que pour lutter contre le Bitcoin, les États font passer le Bitcoin pour une sorte de monnaie numérique, comme pourrait l'être l'euro et le dollar numérique. Quelles sont les différences? Les différences, oui, parce qu'on parle d'euro numérique. Alors, ça encore, c'est une différence entre l'Europe et les États-Unis. Trump a dit que s'il était élu, il n'y aura jamais de monnaie de banque centrale. Parce qu'une monnaie de banque centrale, c'est quoi l'objectif? C'est de supprimer le cash pour que les gens puissent facilement faire des virements, même de quelques euros avec leur smartphone. Mais à ce moment-là, ça permet à la Banque centrale européenne de suivre toutes les transactions. Et donc, c'est une vraie atteinte à la liberté, quand même. Donc ça, le Bitcoin, c'est pas contrôlé par la Banque centrale. Donc, alors, il y a une blockchain qu'on peut lire, mais on ne sait pas forcément qui est derrière un tel numéro de compte. Il faut engager des poursuites judiciaires pour savoir, voilà, qui est derrière le numéro de compte. Donc, c'est pas du tout la même chose, quoi. Et c'est pas un projet étatique, donc surtout pas assimiler les deux. C'est vraiment différent. Le projet de monnaie de banque centrale, c'est une atteinte à la liberté parce que c'est tracer toutes nos transactions, quoi. Le Bitcoin, en fait, en France, si vous achetez du Bitcoin, vous n'êtes pas obligé de déclarer aux impôts. C'est uniquement quand vous vendez que vous déclarez. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire un état en permanence de ce que vous avez, quoi. Et puis en plus, le Bitcoin, on peut en avoir tant qu'on a d'argent, on va dire. Alors que l'euro numérique, bon, je pense que ce sera oui, parce que X temps pour chacun. Hein. Oui, l'euro numérique, il peut être programmable. C'est ça. On vous a dit, vous avez dépassé votre quota carbone, vous n'avez plus le droit d'acheter des billets d'avion, quoi. Voilà. Alors qu'avec Bitcoin, c'est impossible. Personne ne peut programmer. On peut pas faire ça avec Bitcoin. Vous l'utilisez comme vous voulez. Alors qu'à une monnaie numérique de banque centrale, ça peut très facilement être programmé. Et donc, ça peut être lié au crédit social, en fait, quoi. Voilà. D'ailleurs, le pays qui est le plus en pointe là-dessus, c'est la Chine, hein, comme par hasard. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur
on investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.